Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis l'avènement de Patrice Talon, c'est à une politique d'optimisation de la filière agricole qu'on a eu droit, avec une attention particulière sur le coton, le soja et même le cajou. En plein processus de réorganisation des filières, par exemple, du soja et de l'anacarde, les critiques vont bon train. Aujourd'hui, en invité, Virgile Aroncet et moi-même recevons Dr Adam Sonokomde, secrétaire national à l'éducation et à la recherche scientifique du parti politique Les Démocrates. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Peace. Bonjour Virgile. Bonjour docteur. Merci. Bonjour Peace. Bonjour. Alors, les chiffres aujourd'hui témoignent d'une croissance considérable, docteur, illustrant la dynamique gouvernementale. Dites-moi, pourquoi, selon vous, la vision, justement, de développement de ces filières, notamment le cajou et le soja, est controversée? Merci beaucoup. Merci pour cette occasion que vous m'offrez d'éclairer un peu l'opinion nationale et internationale sur la dynamique controversée qui est en cours au Bénin pour ce qui est des filières coton, cajou et soja. Controversé, si c'était bien, ça n'allait pas être controversé. Eh bien, quand le public rejette un projet, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le projet. Je vais d'abord expliquer la politique de développement agricole qui a fait que le gouvernement a choisi. C'est une politique que ce gouvernement a hérité du gouvernement dit Yahi Boni, du régime Yahi Boni, qui a prévu de faire le développement du Bénin à partir des filières phares agricoles. Et on a créé ce qu'on a appelé les pôles de développement agricole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait l'option de faire le développement des différents territoires de notre pays à partir des filières agricoles phares de ces territoires. Une sorte de zonage. Une sorte de zonage. Et on en a fait 7. On a 7 zones, 7 pôles de développement agricole. Et on a défini pour chaque pôle les filières agricoles phares à partir desquelles nous allons faire le développement de chaque pôle. Alors, et comment on peut partir des filières phares pour faire le développement d'un territoire? Il suffit de mettre l'accent sur les chaînes de valeur ajoutées par rapport à ces produits. Si je prends l'exemple du coton, une zone où on produit du coton, au lieu d'exporter le coton brut, il faut mettre des usines d'égrenage, donc qui va traiter ce coton en dégageant d'un côté les fibres et de l'autre côté les graines. Ensuite, il faut mettre des usines de textile qui va transformer une partie des fibres en tissu. Également, une usine d'huilerie qui va transformer une partie des graines en huile. Les tourteaux qui seront les résidus sous forme de tourteaux vont servir à alimenter les animaux pour améliorer la production de viande, de lait, etc. Donc, voilà les chaînes de valeur ajoutée qu'on peut développer sur le coton, par exemple, au niveau du territoire qui a le coton comme filière phare. Et comme ça, ça va booster l'économie de ce territoire. Parce que vous voyez, c'est du tissu par là, c'est de l'huile par-ci, c'est des tourteaux, c'est du lait, c'est de la viande. Ça va booster l'économie. Voilà comment est-ce que le développement a été pensé. Alors, quand on est dans une telle politique, c'est inadmissible, sinon c'est paradoxal, de vouloir créer des chaînes de valeur d'un produit phare dans un autre territoire qui n'a pas ce produit comme production. Vous pensez que c'est ce qui se fait aujourd'hui? Exactement. Quand vous prenez Glojigbe, puis c'est de ça qu'il s'agit. Glojigbe est dans le pôle 7. Et ce pôle a ses produits phares, qui est l'ananas, qui est le palmier à huile, qui est le maraîchage, qui est l'aquaculture, etc. Donc, pendant que ce pôle attend que l'État vienne mettre en place une usine pour transformer les noix de palme en huile de palme, en huile de palmiste, en savon, etc., pendant qu'il attend à ce qu'on vienne mettre une grosse usine de transformation d'ananas pour que, au lieu d'exporter de l'ananas brut,
qu'on exporte plutôt des jus d'ananas, qu'on exporte des confitures, de l'alcool à base d'ananas, etc. Pendant que ce pôle attend qu'on lui installe une usine pour transformer la tomate, pendant que ce pôle attend qu'on installe des usines de poissons pour sortir de notre technique traditionnelle de fumer le poisson avec le risque de mettre du goudron dans la chair du poisson, etc. Pendant que ce pôle attend tout ça, on lui prive de tout ce qu'il attend pour son développement et on vient mettre des usines, soi-disant pour transformer le cajou, le soja, le coton, lesquelles usines devraient être installées dans les pôles où ces produits sont cultivés pour booster le développement donc de l'autre territoire. Autrement dit, on empêche au territoire de Glodjibé de se développer parce qu'on ne lui apporte pas les usines dont tel a besoin. Et on empêche également les territoires qui produisent le coton, le soja, le cajou de se développer parce que les usines qui devaient leur permettre de créer les chaînes de valeur ajoutée, eh bien, on prend ces usines, on les place loin de ces territoires. Mais si ça veut dire qu'on est contre le développement du Bénin, en fait. Si l'acheminement se fait sans grand problème et que tout vient à Glodjibé, au fond, où est le problème si ce n'est pas juste une critique politique? Glodjibé ne gagne rien de cette zone industrielle. Glodjibé gagnerait si cette zone transformait les produits qui sont les produits de Glodjibé. Alors, docteur... Et également, oui, les zones où ces produits sont cultivés, le soja, le cajou, on aurait mis ces usines-là dans ces zones, que ça allait booster, disons, l'économie, parce que la décision de produire, c'est au niveau de l'exploitation agricole. Mais j'ai l'impression que vous réduisez la vision de Glodjibé. Glodjibé, c'est plus grand que ça. Les usines peuvent déjà exister dans les localités, dans les zones que vous souhaitez. Ça n'existe pas, malheureusement. Oui. Ces usines n'existent pas. Là, on devrait... Parce qu'une usine de coton, ça existe à Kandi, non? Il y a les grenages. Maintenant, quand il faut aller à l'enfilage, quand il faut aller à la transformation des graines en huile, en tourteau, eh bien, ces zones qui produisent du coton sont également des zones d'élevage. Donc, on aurait mis une usine d'huilerie, qu'on aurait de l'huile, qu'on aurait des tourteaux qui vont permettre d'alimenter le bétail pour avoir du lait, pour avoir de la viande. Donc c'est ça la chaîne de valeur ajoutée. En fait. Si vous permettez, vous résumez tout le problème aujourd'hui que rencontrent, disons, les producteurs de soja et disons, les promoteurs d'usines et l'État. Vous résumez tout cela au fait que ce ne sont pas des usines qui sont implantées dans les zones de production. Ça, c'est une raison. C'est une raison pour dire que le fait de mettre une usine de transformation de soja à Glodjibé, de cajou à Glodjibé, de textile à Glodjibé, c'est contraire à la politique de développement de l'État. Quand l'État dit, je veux faire le développement de chaque territoire à partir donc des produits phares, en mettant l'accent sur les chaînes de valeur ajoutée, ce qui est fait là est contraire à cette politique. À ce qu'ils ont annoncé. C'est contraire. Un autre problème. D'accord, je viens. Oui. Deuxième chose, en fait, quand vous regardez les chiffres d'exportation, vous allez comprendre que Glodjibé, c'est un trompe-œil. C'est-à-dire? Jusqu'en 2022, c'est le coton qui avait la plus grosse part des valeurs d'exportation des produits agricoles. Le coton, à lui seul, représentait 86% de la valeur d'exportation des produits agricoles. Avec la politique d'accaparement du soja et du cajou qu'on a vécu à partir de 2022, on a vu, j'ai pris les chiffres, je suis allé sur le site du gouvernement, j'ai pris les chiffres de 2023, parce que c'est la dernière année. Oui. En 2023, la part de la valeur d'exportation du coton sur les produits agricoles est passée de 86% à 66%. Donc le coton a perdu 20 points. Et les points qui sont perdus, qui les a gagnés, c'est le soja et le cajou. Le soja est passé de 1,45% de la valeur d'exportation des produits agricoles à plus de 12%. Et le cajou est passé de 4% à 14%. Ça veut dire qu'en vérité, Glodjibé reçoit les produits accaparés des producteurs et ensuite il est réembarqué pour l'exportation. C'est depuis fin 22 qu'on a interdit l'exportation du soja et du cajou. On a vu ici, on a fait des tranchées, on a mis des grosses pierres sur les voies, etc., pour empêcher
aux produits de sortie. On dit désormais, nous allons transformer nos produits agricoles au Bénin. On a créé une grosse usine de transformation. Mais c'est un mécanisme. Vous êtes allé dans quel supermarché au Bénin, vous avez vu un produit venant de Glodjigbe? Il ne s'en cache pas, c'est pour l'exportation. Pour l'exportation. Pendant que on dit qu'on fait de la transformation, mais une partie devrait quand même rester au niveau du marché national. Vous en avez vu? Et je vous ai dit, les chiffres, ce sont les chiffres d'exportation de soja et de cajou. Le soja qui passe de 1% à 12%, le cajou qui passe de 4% à 10%, ça veut dire quoi? C'est une politique d'accaparement qu'on cache derrière une pseudo-industrialisation. Est-ce qu'il ne vous reste pas une démarche à faire? Oui. Aller sur le terrain, sur le site de Glodjigbe? Si c'est le cas, il n'allait qu'à dire, nous avons implanté une usine qui a une capacité de transformation de 1% de notre production, de 2% de notre production, et qu'on nous dise que le reste va être exporté, voilà, de telle ou telle manière. On dit l'exportation est interdite. On n'a pas dit c'est interdit pour quelqu'un et autorisé pour un autre. Donc, si je vous résume, Oui. c'est l'État ou le système qui est mis en place qui récupère, moi je ne vais pas utiliser votre mot, s'accapare, qui récupère donc le soja et qui le réexporte au lieu que les producteurs exportent directement. Glodjigbe, c'est le fruit d'un partenariat public-privé. Donc, c'est des entreprises privées qui sont installées à Glodjigbe. Ce ne sont pas des usines de l'État. D'accord? Ça veut dire quoi? L'État, au lieu de faire gagner les producteurs à travers leurs produits, eh bien, l'État s'accapare. S'accapare, le mot n'est pas fort. Je dis bien s'accapare des produits pour les remettre à une entreprise privée qui fait des bénéfices, qui les exporte pour faire des bénéfices. Que savez-vous du partenariat de l'État avec les producteurs? Parce qu'actuellement, ils sont en pleine campagne de réorganisation de ces filières-là. De ce qu'ils ont mis en place, qu'on appelle l'interprofession, oui. Ça existait déjà pour le coton. Vous avez jamais vu un cotoculteur devenir riche? Est-ce qu'il y a un cotoculteur qui est devenu riche? Votre problème, c'est de rendre riches les cotoculteurs. Bien sûr. Quand on veut évaluer la conséquence économique d'une filière, c'est d'abord au niveau de l'exploitation agricole que la première évaluation se fait. Parce que la décision de produire est prise au niveau de l'exploitation. Si le producteur dit « je ne vais plus produire », le reste de la chaîne est coupé. Il n'y a plus de filière. Il n'y a plus de filière. Donc, il faut évaluer la conséquence économique au niveau de l'exploitation. C'est au niveau de l'exploitation qu'on voit, est-ce que la politique qui est en cours a permis aux producteurs de gagner mieux? Est-ce que ça a amélioré le revenu des producteurs? Est-ce que ça a amélioré la qualité de vie des producteurs? Est-ce que ça a permis aux producteurs d'améliorer leur capital de production? À toutes ces questions, c'est non. Quand vous regardez aujourd'hui... Mais le Bénin n'est pas premier producteur de coton pour rien. Oui, il est premier producteur du coton. Sur quel chiffre? Même si les chiffres, parce que moi, je sais pas comment les chiffres sont fabriqués, je peux pas me prononcer. Ne parlez pas de fabrication. Non, je peux pas me prononcer sur les chiffres, mais ce que je sais, c'est que le coton qui est produit ne profite pas aux producteurs de coton. Sur quelle base vous reposez-vous pour dire que le coton produit ne profite pas Je aux suis sur le terrain. C'est pour la première fois on voit un cotonculteur qui dit je suis au Niger, je suis au Nigeria, je peux plus revenir parce que je suis endetté. Un cas isolé, ce n'est pas la généralité. C'est pas un cas isolé. Faites un tour. Mais les gens continuent à produire le coton. Oui. Parce qu'ils n'ont pas de choix. Et bien, vous regardez, le soja ne fait pas partie des filières phares du Bénin. Le soja a fait du boom parce que le coton ne marchait plus et il fallait se trouver un autre produit qu'on pouvait vendre à côté, au Nigeria, au Togo, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, le soja, sans être une filière sur laquelle l'État est parti promouvoir au départ, a fait du boom. Donc, les cotoculteurs ont cru devoir quitter le coton pour faire du soja, mais malheureusement, l'accapareur s'est jeté encore sur ce nouveau produit et il s'en accapare. Il s'en est pas au détriment, docteur, il s'en accapare. J'utilise le mot accaparer parce que quand l'agriculture, c'est aussi une entreprise. Le producteur qui a une exploitation agricole, c'est pour faire du bénéfice.
Et s'il roule à perte 1, 2, 3 ans, il met la clé à la porte comme n'importe quelle entreprise. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc si tu produis ton soja à 250 francs le kilo et qu'on te l'achète moins que ça, c'est de l'accaparement. Mais c'est vous qui le dites. J'ai entendu parler les producteurs de soja. Ils sont plus ou moins heureux de cette réorganisation de leur filière. Non, ils ne sont pas heureux. Je vous le dis, ils sont pas heureux. Pourquoi? Vous n'allez pas me dire un producteur qui a la possibilité de vendre le même produit à 400 francs quelque part et qu'on lui dit non, on ne te permet pas de le vendre à 400 francs, mais nous allons te l'acheter de gré ou de force à 250 francs, à 250 ou à 260 francs. Vous n'allez pas me dire qu'il est content. Il ne peut pas être content. Mais aujourd'hui, vous avez vu, mais quand on a commencé par faire des tranchées, par mettre des grosses pierres, vous avez vu les soulèvements. Vous avez vu les soulèvements. Donc, un producteur qui est content ne va pas se soulever, comme on en a vu les années passées. Et vous voyez les cris de cœur au niveau des réseaux où un producteur dit... Les producteurs avec qui vous parlez sont différents de ceux qui s'activent pour la réorganisation la réorganisation du secteur. Je vous appelle ce qu'on appelle réorganisation. C'est quoi la réorganisation d'une filière en interprofession? C'est-à-dire, on dit les familles d'acteurs doivent se mettre ensemble pour convenir de comment ils vont commercialiser le produit. Il y a les producteurs qui s'organisent. Il y a les autres acteurs, normalement les fournisseurs d'intrants, ensuite les industriels. Les transporteurs. Non, les transformateurs. Pour ce qui est du soja, moi j'ai vu seulement deux familles, les producteurs et les transformateurs. Combien sont-ils ces transformateurs? Tout à l'heure, moi je vous ai dit, la transformation, je suis pas sûr qu'on transforme ne serait-ce que 5% de notre production avec les chiffres d'exportation. Je viens. Donc en attendant d'être capable de transformer la totalité, il fallait permettre que le surplus soit exporté. Pour le coton, on satisfait les usines de textile et le reste est exporté de façon officielle. Pourquoi il ne faut pas faire la même chose pour le soja? Pourquoi dire aucun grain de soja ne sort? Pourquoi? Alors qu'on n'est pas capable de tout transporter. Le Bénin appartient aux Béninois. Le soja appartient aux producteurs de soja. On ne va pas les priver de leurs produits pour donner à une entreprise privée. Est-ce que vous avez discuté avec les petits producteurs? Que veulent-ils? Que disent-ils? Mais ils veulent mieux vendre. Le producteur, je dis, une exploitation agricole est une entreprise qui veut faire des bénéfices. Et tu produis le soja à 300 francs le kilo, on te contraint à le vendre moins que le prix de revient. Alors que tu as la possibilité, ça se vend à 400 francs au Togo à côté ici. Ça se vend à 500 francs au Nigeria à côté ici. On dit non, ton pays veut te l'acheter à moins de 300 francs. Est-ce que c'est pas pour mieux dialoguer, pour résoudre ces aspects-là que l'interprofession est en train d'être mise en place? Oui, c'est pourquoi exprès, j'avais pas voulu qu'on parle du mécanisme parce que je crois qu'ils vont faire le lancement demain. J'avais voulu qu'on fasse une deuxième émission pour parler du mécanisme. Vous allez voir, le mécontentement, quand ils vont annoncer le mécanisme, quand ils vont annoncer et s'il n'y a pas de mécontentement, docteur? Non, mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas de mécontentement. Mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas de mécontentement. Mais il a fallu qu'on annonce le mécanisme à Ouessé la fois dernière. Vous avez vu dans les réseaux sociaux les mécontentements qui ont commencé par fuser. Donc, c'est quoi le problème? Il faut redonner le Bénin aux Béninois. Les producteurs de soja, ils produisent le soja parce qu'ils veulent mieux vivre. Les producteurs de cajou, ils produisent leur cajou parce qu'ils veulent mieux vivre. Il faut leur permettre de mieux vendre leurs produits pour que la production continue. Mais c'est une politique également. Une politique d'appauvrissement, une politique qui appauvrit, qui appauvrit les producteurs. Qui fait faire des sacrifices aux producteurs. C'est un préalable, vous ne pensez pas? Quel préalable? Sacrifice à quel niveau? Le producteur, celui qui a produit du soja, a déjà fait assez de sacrifices. Produire du soja, ça, c'est pas facile, ça.
Pourquoi vous ne proposez pas, par exemple, que Oui. l'État rachète Oui. le soja ou l'anacarde chez les producteurs Oui. à prix beaucoup plus élevé? Oui. Oui, c'est juste, c'est pas moi qui le demande. C'est ce que le producteur demande. Moi, j'ai produit mon soja, je veux le vendre à un bon prix pour améliorer mon revenu, pour améliorer ma qualité de vie, pour améliorer mon capital de production. Mais si on me l'achète moins que le prix de revient, je ne peux pas continuer par produire. Donc cette politique ne permet pas de continuer la production dans le futur. Docteur Oui. Adam Sonon, Oui. Kondé, Oui. si il vous est demandé Oui. d'améliorer l'existant, Oui. l'existant, c'est-à-dire maintenir, n'est-ce pas, la zone Glodjigbe, Oui. et continuer avec... Qu'est-ce que vous allez Qu'est-ce que vous proposer ferez? Oui. de manière concrète Oui, de façon... pour améliorer l'existant? Ce que j'ai à proposer, c'est que nos dirigeants respectent la politique de développement de l'État. Nous avons fait un choix, nous avons fait une option. Nous avons dit chaque territoire doit être développé à partir des produits agricoles phares de ce territoire. Voilà, ça n'a pas été fait. Il faut revenir à ça. Soit on change de politique, Ah oui, carrément. soit on change de politique. S'ils ne veulent pas appliquer la politique qui est annoncée, c'est qui dit clairement quelle est la politique qui est en train d'être De mise en manière œuvre concrète, aujourd'hui. il faut installer une zone franche du genre de Glodjigbe Dans chaque localité. dans les autres localités. Exactement. Dans les zones- Et l'usine de Glodjigbe doit permettre de transformer les produits phares du territoire de Glodjigbe. On va y C'est arriver. comme ça on va booster le développement de Glodjigbe. Et les produits phares aujourd'hui sur lesquels les dirigeants ont les yeux rivés, eh bien, qu'on met des usines pour transformer ces produits-là dans les territoires où ces produits sont produits pour booster le développement Est-ce de que ces ça veut territoires. dire que les contestations qu'on a passées par là au sujet de soja notamment, Oui. est-ce que ça veut dire que c'est une forme de protestation, voire des protestations politiques? Je viens de dire l'aspect politique. L'aspect économique qui amène le producteur à dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure que pour évaluer la conséquence économique d'une filière, il faut aller au niveau de l'exploitation. Aujourd'hui, le revenu du producteur n'est pas amélioré. Le producteur est appauvri par cette politique d'accaparement. Deuxièmement, la qualité de vie du producteur se dégrade au jour le jour. Les suicides se multiplient. Et troisièmement, le capital de production est en train de disparaître. Les producteurs, parce qu'ils sont endettés, ils vont jusqu'à vendre leurs terres cultivées pour payer les dettes. Ça veut dire qu'il n'a même plus de capital de production. Quelqu'un qui n'a pas de capital, il va produire comment? Or, une politique de développement de filière devrait permettre aux producteurs d'améliorer son capital de production. Quand le producteur va jusqu'à vendre la terre pour payer les dettes, il faut renoncer à une telle politique. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. À qui se plaignent-ils? Les... Oui. Est-ce que c'est à vous, parti des démocrates? Donc, du coup, est-ce que vous n'en faites pas un problème politique? Justement, non, ce n'est pas que nous en faisons un problème politique. Notre agriculture, nos filières pour se développer ont besoin d'un soutien politique fort. La preuve est que aujourd'hui, quand la politique qui est en cours est mauvaise, vous avez vu ce que ça donne. Des contestations des producteurs, des contestations des acheteurs, des contestations de tout le monde. Donc, ça veut dire quoi? Hier, on pouvait se dire, moi je suis producteur agricole, j'ai pas envie d'être maire, j'ai pas envie d'être député, j'ai pas envie d'être président de la République, donc la politique c'est pas mon affaire. Aujourd'hui, les producteurs ont compris qu'ils ont besoin d'un soutien politique fort pour avoir des filières fortes et pour avoir une économie agricole prospère. Et aujourd'hui, quand vous regardez, il n'y a que le parti Les Démocrates qui donne de l'espoir. Parce que les autres partis qui se disent soutenir la politique de paupérisation des producteurs, eh bien, vous n'allez pas dire aux producteurs... Quel espoir le parti donne à pas recenser les plaintes? Non, l'espoir que les producteurs doivent avoir, c'est que, puisque eux-mêmes ils voient, ils avaient déjà vu les dirigeants du parti Les Démocrates gérer le pouvoir et développer l'agriculture, ils ont décidé, le peuple a décidé de changer de main.
Et les nouveaux dirigeants sont venus avec une nouvelle politique et ils ont également tiré les conséquences. Donc aujourd'hui, ils redonnent l'espoir au Parti des démocrates. Et je crois qu'ils n'ont pas de choix que de soutenir le Parti des démocrates. Parce qu'il n'y a que le Parti des démocrates qui pourra changer cette politique. La zone franche de Glodjigbe est un bijou que tout le monde affectionne, que les gens viennent voir. C'est un bijou, mais qui n'est pas de nature à booster l'économie. On n'a pas besoin des bijoux beaux pour le regard. On a besoin des bijoux qui auront un impact économique pour le Bénin. Alors, moi, je voudrais bien comprendre. Est-ce que vous nuancez en disant il faut créer ces zones-là ailleurs où ce n'est pas bon du tout, c'est nuisible pour l'économie comme vous dites? Je vous ai expliqué. Le pôle dans lequel Glodjigbe se trouve a besoin d'une zone industrielle, a besoin des industries pour transformer leurs produits phares, ce qui n'est pas le cas. Donc les usines dont Glodjigbe a besoin ne sont pas ces usines qu'on a implantées. Ces usines qui ont été implantées... Donc c'est pas mauvais à l'absolu. Personne n'a jamais été contre l'industrialisation d'un pays. Les pays qu'on appelle pays développés aujourd'hui sont des pays industrialisés. Donc je ne sais pas pourquoi nous serons contre l'industrialisation. Mais il faut faire l'industrialisation de façon à booster l'économie. Et ici, la politique d'industrialisation qui est en cours est une politique anti-développement. Parce qu'on amène des industries dans des zones où il ne faut pas les amener. Et les zones où on les amène, ces zones ont besoin d'autres industries qu'elles n'ont pas. Docteur Adam Sounon-Kondé, vous dites que les collaborateurs du chef de l'État sont quand même majoritairement des fils de paysans et que vous ne comprenez pas pourquoi ils ne conseillent pas le chef de l'État à soulager les acteurs. Non, c'est pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit que notre population est à 80% analphabète. Non, pas analphabète, agricole. Ah, ok, d'accord. D'accord? On disait aussi on dit aussi. Non, les agriculteurs agriculteurs ne sont pas forcément des analphabètes. C'est-à-dire que 80% sont occupés par l'agriculture. Donc, tous ceux qui sont aujourd'hui aux côtés du président de la République sont majoritairement des fils de paysans. Et a priori, eux qui ont été élevés, éduqués, instruits avec l'argent du champ, ils devraient être en mesure de défendre leurs parents qui sont producteurs. De votre point de vue, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne parlent pas? Ils ne sont pas écoutés? Non, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas écoutés. Ils ont choisi. Donc ils ne Ils ont choisi de vendre leurs parents. Ils ont choisi de vendre leurs parents pour leur poche. Vous n'allez pas me dire, par exemple, que le ministre de l'Agriculture qui s'extasie devant les performances agricoles du Bénin, la performance, je ne sais pas à quel niveau on la mesure. Mais je dis, il faut descendre au niveau de l'exploitation pour mesurer la performance. Et quelle est la performance économique d'un agriculteur aujourd'hui au Bénin? Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui, même hier, sous le régime de Boni Yahi, sous le régime de Soglo, hier, c'était mieux. Les cotonculteurs n'étaient pas riches non plus, particulièrement. Hier, c'était mieux. Je vous donne quelques indices. Allez-y. Hier, c'était rare de voir des exilés producteurs. Aujourd'hui, il y en a, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que vous entendez par exilés producteurs? C'est-à-dire des gens qui quittent le pays sous le poids de la dette. Un producteur qui s'est endetté, qui n'a pas les moyens de rembourser et qui quitte le pays. C'est pas centaines, ça se compte aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé en temps? Hier, on n'avait pas ça. On n'avait pas quoi? On n'avait pas des exilés agriculteurs. Non, qu'est-ce qui a changé pour que les gens soient Parce qu'aujourd'hui, la politique actuelle est une politique d'appauvrissement des producteurs. Du fait du refus d'exporter les produits, c'est ça? Non, le fait d'acheter les produits en deçà de leur prix de revient. Je peux pas produire ce cahier à 100 francs et le vendre à moins de 100 francs. Je le fais l'année qui suit, je mets la clé à la porte. Et c'est ce qui se passe avec le producteur, malheureusement. Puisque vous êtes de la filière, Adam Sounon, puisque vous êtes de la filière, comment ça se faisait? Quel était le mécanisme pour fixer les prix hier? Et pour fixer les prix, on part du prix de revient du produit. On part du prix de revient du produit. Et quand le marché ne permet pas de vendre au moins au prix de revient,
l'État accorde ce qu'on appelle la subvention. Il y avait, hier, au temps du président Yahi Boni, par exemple, une structure qui s'occupait de la stabilisation des prix des produits qu'on appelle ONS. Donc, on ne peut pas vendre un produit en deçà de son prix de revient. Donc, la structure de stabilisation des prix est là pour réguler. Si le marché achète le produit moins que son prix de revient, eh bien, c'est la structure de stabilisation qui intervient, qui régule. Si le marché l'achète au-delà de son prix de revient, la stabilisation n'intervient pas. On permet aux producteurs de gagner. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe aujourd'hui? Cette structure a été la première structure à fermer quand ce régime est venu. Vous avez appris? L'ONS a été fermé. En substitution, il y a des agences. Quelle agence? Ce qui a été créé, je vous ai dit, on a fait les pôles de développement agricole. Les seuls agents qui ont été créés, c'est les agences pour encadrer ces zones-là, qu'on appelle ATDA. Chaque zone, chaque pôle de développement agricole a une agence de soutien qu'on appelle ATDA pour l'encadrement, etc., etc. Eh bien, et c'est l'État lui-même qui autorise l'entreprise privée étrangère à venir acheter le prix en deçà de son prix de revient. C'est ça que j'appelle de l'accaparement. Et on me dit, je n'ai pas le choix que de vendre à ce prix. C'est ça la réorganisation dont vous parlez. On dit désormais, voilà, vous êtes dans une organisation, eh bien, vous n'avez plus de choix que de vendre à l'entreprise. Mais dans ce cas, les producteurs ne sont plus obligés de produire du soja, de l'acajou. Ils peuvent faire du maïs, non, ils peuvent faire du marché. Oui, justement, on produit pour le marché. Et l'agriculteur l'exploitation agricole, où toutes les décisions sont prises, ils font des analyses. Quel est le produit pour lequel le marché est le plus sûr? Hier, c'était le coton, mais à cause de la paupérisation, on dit il faut quitter. On vient vers le soja, le cajou, des produits pour lesquels le marché existe, eh bien, on instaure encore une politique d'accaparement. Et vous dites d'aller vers le maïs. Le maïs. Au moins, on va manger à notre aise. Oui, quel est comment on appelle? Oui, ça, vous dites qu'on va manger. Oui, et on va payer. Les producteurs vont payer. Le producteur ne produit pas seulement pour manger. Il faut aussi mettre... Il va exporter. Il va exporter. Le marché n'est pas aussi sûr pour le maïs que pour le soja et pour le cajou. Le privé qu'on a fait venir, qui est à Glodjigbe, pourquoi il n'a pas mis en place une usine de transformation de maïs? Pourquoi c'est pour le soja? Pourquoi? Répondez-nous. C'est un courtier alimentaire. Le privé qui est venu, qui est à Glodjigbe, c'est un courtier alimentaire. Ça dit, c'est quoi, lui, son rôle? Il vient dans un pays, il voit quel est le produit alimentaire qui est le plus disponible. Eh bien, il a d'autres partenaires à l'extérieur qui ont besoin de ces produits. Donc, il achète votre produit qui est disponible et il le revend vers celui qui en a besoin. Mais et le rôle de l'État dans ça, c'était de faire en sorte que les producteurs béninois ne soient pas pénalisés dans un tel système. Je ne sais pas comment un dirigeant peut faire le choix d'appauvrir ses citoyens, les producteurs, pour contenter une entreprise privée qui s'est installée. C'est vrai, il faut favoriser le privé à s'installer, mais ce n'est pas au prix Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est ça. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ce qu'il faut faire, il faut retourner, il faut remettre le Bénin aux Béninois. Il faut faire en sorte que les Béninois... Il faut faire en sorte que les Béninois bénéficient de leurs efforts. Il faut faire en sorte que les producteurs de soja, les producteurs de cajou puissent vendre leurs produits de façon à faire des bénéfices, de façon à améliorer leurs revenus. Donc, on ne fixe plus les prix des produits. On n'organise plus les filières, c'est ça? Non, on va organiser les filières. Mais on doit faire en sorte que le produit soit vendu à au moins son prix de revenu. Pas en deçà. Votre parti et permettre aux producteurs de faire de bénéfices. C'est ça le rôle de l'État. Donc, il faut restaurer une structure comme l'ONS, c'est ça? Pas forcément. Mais ce n'est pas exclu d'avoir une structure de stabilisation des prix pour permettre aux producteurs de ne pas être perdants. Parce que s'ils perdent,
il peut prendre la mauvaise décision de ne plus produire. Votre parti est à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que le débat a été soulevé? Est-ce que le mécontentement des producteurs a été porté Bien sûr, par bien vos sûr. députés? Et Il y a quelles ont été les réponses il y a du plusieurs gouvernement? questions. Il y a plusieurs questions que nos députés ont adressées au Au-delà des gouvernement. questions orales, parce que vous êtes à je l'Assemblée. viens. Il y a plusieurs questions qui ont été adressées au gouvernement. Il y a des tribunes qui ont été animées par nos députés pour dénoncer, disons, cette politique de paupérisation des producteurs de soja, de cajou et même du coton. Aujourd'hui, vous voyez, les producteurs de coton sont surendettés. Et je vous explique. Cette politique d'interprofession. On dit, pour le coton, les producteurs constituent une famille. Il y a l'autre famille qui est la famille des égreneurs, qui prennent le coton et qui fournissent des intrants aux producteurs. Donc, on vous fournit des intrants et votre production, on la récupère. On déduit vos dettes d'intrants de la valeur de votre production et c'est le surplus qui vous est restitué. Mais pour plusieurs années, c'est que on dit toute votre production pris globalement ne suffit pas pour payer vos dettes. Donc, vous finissez la campagne endettée. Quelle est cette organisation où un acteur est toujours perdant et l'autre est toujours gagnant? Et c'est quoi le problème? C'est le prix des intrants qui c'est mal fixé? C'est la régulation qui n'est pas bien faite. C'est à croire que ce privé qui est l'acheteur, c'est à croire que c'est l'État lui-même qui constitue ce privé. Parce que vous voyez, les producteurs sont des citoyens qui sont censés être défendus par l'État. S'il y a un privé qui est en partenariat avec les producteurs et de leur partenariat, il ressort que les producteurs sont toujours perdants et que le privé est toujours gagnant, il revient à l'État de réguler, de faire en sorte qu'une partie du bénéfice du privé vienne pour combler la perte au niveau donc des producteurs et leur permettre d'avoir un peu de revenus. Mais l'État est-il conscient de cet état des lieux que vous décrivez là? C'est pourquoi je dis l'impression que ça donne, c'est comme si l'État lui-même a intérêt à ce que le privé s'enrichisse au détriment des producteurs. Sinon, je peux pas comprendre comment un État bien dirigé peut regarder de façon indifférente une telle situation. Vous pensez que c'est tout un système d'exploitation des producteurs? C'est même un système d'esclavage, si je dois dire les choses telles qu'elles se présentent. C'est de l'esclavage. Donc c'est consciemment que c'est fait? Je ne peux pas le dire si c'est fait consciemment, mais c'est l'impression que ça donne. Mais parce qu'on ne voit pas l'État agir pour corriger. On ne voit pas l'État agir pour corriger. Vous dites que les producteurs sont très mécontents. Vous dites que vous avez adressé... Ce n'est même pas qu'ils sont mécontents, ils sont en perte permanente. Ils sont en perte permanente, voilà. Vos députés ont porté à plusieurs reprises des questions orales au gouvernement, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui a été fait? Non, ce qui est fait aujourd'hui, nous avons une politique que nous défendons. Et notre politique, c'est que si les démocrates prennent le pouvoir, le premier bénéficiaire des produits agricoles du Bénin va être les producteurs. C'est de ça qu'il s'agit, donc finalement. C'est politique. Aujourd'hui, les producteurs ont compris que l'agriculture est d'abord politique avant d'être économique. Parce que si l'agriculture ne bénéficie pas d'un soutien politique fort, il ne peut pas booster notre économie. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Donc, notre agriculture bénéficie d'une politique de paupérisation, d'une politique de mise en esclavage des producteurs qui fait qu'aujourd'hui, ça n'a pas un impact réel sur notre économie. Et c'est ça, nous, démocrates, nous, aujourd'hui, avec le soutien des producteurs, si nous l'accordent, bien entendu, et je sais qu'ils nous l'accorderont, c'est que nous allons faire en sorte que l'agriculture bénéficie d'abord aux producteurs, aux agriculteurs. En attendant que vous soyez éventuellement ici au pouvoir, oui. Il n'y a pas urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cette urgence? C'est que nous, les démocrates,
avec le soutien des producteurs et de vous, hommes de médias, nous allons dénoncer, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, cette politique de mise en esclavage des producteurs, cette politique de paupérisation, cette politique d'appauvrissement, cette politique d'anti-développement économique. Mais il y a quelques mois, pour forcer aujourd'hui nos dirigeants à remettre les pendules à l'heure. Il y a quelques mois, ces producteurs et autres acteurs de ces secteurs, de ces filières agricoles ont rencontré le chef de l'État qui a promis d'arranger la situation. Si ce qui a été fait, ce qui a été proposé n'a pas été suffisant validé, pour corriger, suffisant pour corriger, pourquoi ils ne sont pas repartis le voir? Pourquoi ils ne partent pas repartir le voir? Mais qui s'attelle à un président de la République, c'est pas toi, c'est pas moi, hein, qu'on va voir quand on veut. Mais il n'a pas intérêt non plus à ce que cette mais il faut qu'il accepte de vous recevoir avant d'aller. Je suis sûr que les producteurs ont tellement envie de le voir. Moi, je ne sais pas. Ils ont redemandé et n'ont pas été reçus? Je ne sais pas. Je peux pas répondre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que un gouvernement doit avoir, disons, son thermomètre. Son baromètre. Son thermomètre pour lire la température. Il n'a pas besoin qu'on l'alerte. Est-ce que le problème son thermomètre doit lui indiquer à chaque instant le niveau de mercure. Est-ce que le problème n'est pas plutôt au niveau des leaders des producteurs en question? Si les leaders qui vont rencontrer le chef de l'État lui disent que tout va bien. Le chef de l'État, je crois, lui-même, il dit, pour se maintenir au pouvoir, il faut pouvoir maîtriser les grands responsables. Il faut arriver à empêcher à tout le monde de vous tenir tête. Il faut empêcher à tout le monde de pouvoir contester. Et je crois... C'est où le lien? Où est le lien? Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez... Mais vous voyez quand... Mais moi, j'ai vu des producteurs qui ont tenté de dire « Ah non, ça, c'est pas bien. » La suite, vous la connaissez. C'est quoi? C'est la prison. Combien de producteurs n'ont pas été emprisonnés du fait qu'ils ont contesté telle ou telle politique? Ah bon? Sortez-nous des noms. Non, je peux pas sortir. Ce que vous dites, c'est réel. Ce que vous dites, c'est réel. Des gens ont été en prison parce qu'ils ont dit ce que vous dites là. Ce que vous avez dit durant toute l'émission là. Mais je vous dis, aujourd'hui, les gens ne parlent pas parce que la liberté d'expression est arrachée aux citoyens béninois. La liberté... Combien de personnes marchent aujourd'hui? Vous en voyez? Mais il semble que c'est combien de personnes que vous avez fait durant toute cette émission. Oui. Les paysans aussi peuvent nous, parler, en tant que parti politique, et c'est d'ailleurs le seul parti politique qui a encore la voix pour dénoncer tout ce qui ne marche pas. Et c'est ça que nous essayons de faire. Nous allons toujours dénoncer ce qui ne marche pas. Et ce que nous demandons aujourd'hui, tout le monde a compris. Même le producteur a compris que l'agriculture est d'abord politique avant d'être économique. Et c'est pourquoi il faut que les producteurs aujourd'hui, et ils s'en ont rendu compte d'ailleurs, la seule arme aujourd'hui, le seul moyen aujourd'hui... C'est ici les démocrates au pouvoir. C'est tout. Mais c'est tout. La question de ma collègue, ma collègue, elle disait, mais est-ce que ces producteurs-là ne parlent pas trop peu pour se faire entendre? Je crois bien, c'est ce que vous dites. Oui, la voix des producteurs n'est pas assez entendue ou assez audible du fait que même vous, organes de presse, je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui qui sont prêts à enregistrer les contradictions. Tout le monde dit, j'ai peur qu'on vienne fermer mon organe de presse. Tout le monde, ça dit on gouverne par la peur. Ça dit on met la peur dans le pays pour faire taire tout le monde. Mais c'est ça la gouvernance aujourd'hui. D'aller trouver la recette contre la peur. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc nous disons ce que... Au lieu de dire, Dr Condé, que de hisser d'abord les démocrates pour que les démocrates trouvent la solution magique, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aider le Bénin à arranger les choses aujourd'hui? Oui, notre moyen... Le moyen dont nous disposons aujourd'hui d'aider le pays, c'est de faire ce que nous faisons là.
tout le monde ne peut pas comprendre, tout le monde ne peut pas analyser une politique. Et c'est ça que nous faisons. En disant, telle politique, telle qu'elle est conçue, voilà les insuffisances qu'elle porte, les insuffisances qu'elle porte en elle-même. Et pour corriger ces insuffisances, voilà les portes. Et deuxièmement, défendre les plus faibles, défendre les sans-voix. Aujourd'hui, les producteurs sont sans voix parce que des fois même, ce sont leurs propres enfants qui viennent leur dire « Ah, ne parlez pas ainsi, vous parlez, on va vous arrêter. » Leurs propres enfants qui sont censés les défendre auprès de leur patron sont eux qui viennent leur dire « Ne parlez pas. » Et ces producteurs doivent comprendre, un enfant qui dit de ne pas dénoncer l'assassinat dont tu es victime, c'est que lui-même, c'est lui qui est ton assassin. Ce sont les enfants des producteurs même qui sont devenus leur bourreau aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, mais ils vont parler comment? Donc, et c'est l'occasion pour moi de dire à ces producteurs, c'est pas parce que ton enfant mange dans le plat de ton bourreau, de ton assassin, qu'il va te dire de te taire pour que tu te taises. À part de ce moment, même si c'est ton propre enfant qui de ne pas parler, lui-même il devient ton bourreau. Et si tu veux te libérer, tu dois te débarrasser de cet enfant-là pour te faire entendre. Sans faire une incitation à la rébellion. Non, c'est pas une incitation à la rébellion. C'est que il faut que les producteurs se fassent entendre. Ok. C'est plus clair. Qui ne se laissent pas intimider par X ou Y sous prétexte que non, c'est notre enfant. Bon, s'il nous le dit, ça veut dire il nous aime. Ton propre enfant peut te détester. Oui. Ton propre enfant peut te détester. Et c'est par ces actes, tu peux savoir s'il te déteste ou s'il t'aime. Un enfant qui t'aime, il doit, même si c'est son patron qui est ton bourreau, il doit pouvoir te défendre auprès de ton patron. Et ton propre enfant, s'il t'aime, il ne peut pas te dire de ne pas dire fort ce que tu sens. Parce qu'il mange dans le plat de ton bourreau. Donc, il faut qu'il se débarrasse de tout ça et qu'il dise ce qu'il vit. Les producteurs doivent dire ce qu'ils vivent. Je ne dis pas de faire de la rébellion, mais dire ce qu'on sent, ce qu'on ressent, ce n'est pas de la rébellion. Surtout que vous dites qu'ils sont Nous savons quand on va vers ces producteurs, comment ils nous disent qu'ils ne sont pas contents. Si c'est la mort qui les attend, s'ils ne parlent pas, et de toute façon, la même mort qui les attend, s'ils parlent, autant parler et mourir. Voilà, exactement. Donc, je suis sûr que... Pour résumer votre mot de fin, s'il vous plaît. Et pour finir, oui, j'allais dire que aujourd'hui, ce n'est pas de l'époque de la rupture que ça se dit. La base de notre économie, c'est l'agriculture. Et si on veut vraiment se développer économiquement, on n'a pas de choix que d'investir, de faire en sorte que notre agriculture se porte bien. Aujourd'hui, c'est sans contestation que l'agriculture béninoise se porte mal et très mal. Il y a eu des cas d'exil, comme je l'ai dit. Il y a eu des cas de mort sur des histoires d'exportation ou de non-exportation, etc. Ce sont des suicides. De suicides, etc. Ce sont des indices qui montrent que notre agriculture aujourd'hui ne respire pas, comme l'a dit l'autre. Notre agriculture ne respire pas. On doit restaurer l'agriculture béninoise. On doit faire en sorte que les producteurs bénéficient du fruit de leur labeur, du fruit de leur travail. Et l'évaluation de la conséquence économique de l'agriculture doit être faite au niveau de l'exploitation agricole. On doit changer la politique agricole actuelle. C'est une politique d'appauvrissement. On doit plutôt mettre en place une politique qui va permettre d'enrichir les producteurs et d'enrichir le pays. L'industrialisation, personne n'est contre. Mais il faut mettre les usines qu'il faut et là où il faut. Et il faut permettre à ces industries de transformer réellement les produits et dire clairement la capacité de transformation des usines. Et l'autre partie qui n'est pas transformée, permettre que cette partie soit exportée de façon transparente. Aujourd'hui, l'exportation
personne ne peut dire. C'est votre avis. C'est mon avis. Oui. Et c'est ce qu'il y a. Donc, il faut repenser la politique agricole du Bénin. Il faut remettre le producteur à une bonne place, au cœur même de cette politique. Voilà. Docteur Adam Sono-Kondé, je rappelle que vous êtes secrétaire national à l'éducation, à la recherche scientifique du parti politique Les Démocrates. Merci. Agronome de formation. Agronome de formation, voilà. C'est moi. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi.